Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous accueillir dans ce webinaire sur la thématique être visible et attirer ses clients grâce à la communication digitale. Alors, nous avons la joie d'être aussi en compagnie de Aurélie Naon, mais avec un petit souci technique. Je pense qu'elle va nous revenir tout de suite. Ça sera elle qui est en charge elle est spécialiste en langue des signes française, donc ça sera à elle de retranscrire tout ce qu'on dit quand même en langue des signes. Alors aussi, nous avons la joie, nous avons l'honneur d'être en compagnie de Caroline Vincellet. Bonjour Caroline, comment Bonjour allez-vous? Tierno. Alors merci quand même d'être là parce que voilà, vous avez pris de votre temps quand même pour tous ces entrepreneurs qui sont présents ici. Et vraiment merci à vous. Alors, c'est bon Avec Aurélie? plaisir. Alors voilà, nous avons la joie d'être en compagnie d'Aurélie Naon, qui sera notre interprète en langue des signes. Bonjour Aurélie, comment allez-vous? Bonjour, ça va, merci. D'accord, merci à vous. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions-réponses qui se trouve en bas à droite de votre écran. Vous avez aussi la possibilité d'interagir directement avec nous via le chat Zoom. Alors, rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Ashop Entrepreneur est l'acteur entrepreneurial, l'organisation associative leader pionnier dans l'accélération et la représentation des entrepreneurs en situation de handicap. Alors, depuis 2008, c'est plus de 1800 projets entrepreneuriaux qui ont été accompagnés grâce à 4 grands programmes, dont le fameux programme Rebond TIH. Depuis septembre 2020, le programme Rebond TIH accompagne tous les entrepreneurs en situation de handicap en activité depuis plus de 2 ans et demi qui souhaitent réinventer le futur de leur entreprise. Alors, vous devez vous poser la question, comment fonctionne ce programme concrètement? Alors, avec votre consultant référent, vous allez réaliser un diagnostic approfondi de votre situation afin de prioriser vos besoins et par la suite, vous serez accompagné par un expert pour avancer de manière concrète sur ces besoins. Ce programme est gratuit, 100% digital et disponible en langue des signes française. Alors, par ailleurs, le programme Rebond TIH vous donne droit à de nombreux avantages, notamment des ateliers techniques, des formations gratuites, des consultations juridiques avec le barreau de Paris et même une aide exceptionnelle de 1 500 € pour soutenir votre activité. Attention quand même, il ne reste plus que 4 semaines pour vous inscrire. Du coup, nous vous invitons à vous inscrire. Nous allons vous partager le lien d'inscription dans le chat. C'est juste un petit questionnaire de 5 minutes à remplir et après, nous reviendrons vers vous. Alors, désormais, rentrons dans le cœur du sujet. Alors, Caroline, vous êtes experte en communication digitale depuis plus de 10 ans. Vous avez fondé Compo, une agence de communication marketing digital et éditorial. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre activité en quelques mots? Alors moi déjà, merci de m'avoir invité à faire ce webinaire avec vous. Je vois que vous êtes 45, donc merci de participer. Moi, je suis anthropologue de formation. Ce qui m'intéresse, c'est la communication au sens large du terme. Et effectivement, je me suis spécialisée en communication digitale, un petit peu par la force des choses et par rapport à ce que moi, j'aimais faire. Avec Compo, en fait, ce que j'aide mes clients à faire, c'est à aligner leurs objectifs commerciaux avec leur stratégie de communication et puis à engager leurs clients en fait, sur le web et sur les réseaux sociaux. Donc, je vais les aider à travailler leur site, leurs articles de blog, leurs publications sociales, par exemple. D'accord. Merci beaucoup, Caroline, pour cette belle présentation. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, au fait, est la suivante. Comment faire de la communication digitale un outil stratégique pour répondre à ses objectifs en d'autres thèmes? Comment s'y prendre pour préparer un plan de communication adapté à ses objectifs? Eh bien, déjà, en fait, il y a toute une méthodologie qui permet de faire en sorte qu'on ne s'échappe pas d'une efficacité qui serait au service des objectifs commerciaux. Moi, ce que je propose comme méthodologie, c'est une méthode en 5 étapes. D'abord, commencer par définir son offre commerciale et pour chacune des offres, parce qu'on peut en avoir plusieurs, définir quelles sont les cibles
concernés, quel est l'apport qu'on va leur faire, quel tunnel de vente on va leur faire suivre, quel parcours d'achat, et puis quelles preuves on va leur donner tout au long du parcours d'achat. La deuxième étape, c'est l'étape stratégie de communication. Donc, après avoir fait un petit peu un inventaire du contexte et des enjeux de votre entreprise, allez voir quels sont vos objectifs en fonction d'où vous vous trouvez, quels sont les indicateurs clés qui vont être suivis pour être sûr qu'on ne s'échappe pas de ces objectifs. Quelles sont vos cibles, les définir bien, quels canaux on va choisir en fonction de tout ça, et puis quel est le budget que vous pouvez y mettre par année, par exemple. La troisième étape, ça va être la marque. On va travailler la plateforme de marque, donc dire un petit peu quelle est la mission de l'entreprise, sa raison d'être, par exemple ses compétences ou ses valeurs. Et puis, on peut aussi relayer ses ambitions, ce qui va dépasser un petit peu l'offre, et donner une personnalité à la marque, voilà, pour que ce ne soit pas juste une marque un petit peu comme toutes les autres marques, une entreprise qui serait parmi tant d'autres. La quatrième étape, ça va être de travailler ces messages et donc de travailler l'argumentaire commercial. Normalement, vous l'avez déjà un peu éprouvé. Cet argumentaire, il va être fondé sur les besoins des clients. On appelle ça la méthodologie son cas. Voilà, chaque lettre de son cas est l'initiale en fait d'un besoin client. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à chercher ça sur Google. Et enfin, le plan. Le plan, en fait, nous permet de choisir les actions prioritaires pour une période donnée, de les hiérarchiser et de les planifier. Voilà. D'accord, merci Caroline. Il y a quelques commentaires qui nous remontent, on trouve un peu qu'on va un peu trop vite. Je pense qu'on va essayer de ralentir un peu la cadence pour que les gens puissent mieux nous suivre. Ça Et marche. du coup, on va passer à la deuxième question. Et une autre question, c'est en fait qui revient souvent chez les entrepreneurs, c'est comment faire pour avoir un bon référencement? Alors déjà, on pourra reparler de cette partie qui est peut-être allée un peu vite au moment des questions, si vous avez besoin. Pour le référencement, ce qui est important dans un premier lieu, c'est de définir une liste de mots-clés. On sait que ces mots-clés, en fait, c'est des mots qui correspondent à votre activité. Vous avez certainement une idée de 20 à 30 mots-clés qui peuvent déjà s'appliquer à ce que vous faites, à comment vous voulez le faire. Il faut se mettre dans la peau d'un internaute qui va faire une recherche Internet et se demander qu'est-ce que cet internaute va saisir dans la barre de recherche pour vous trouver. Donc, une fois que vous avez ces mots-clés qui sont représentatifs de votre offre et de votre posture, c'est-à-dire de la façon dont vous allez travailler, il faut en faire une liste. Et cette liste-là, la première liste, en fait, n'est pas vraiment suffisante. Il y a une recherche à faire. Il y a des outils qui sont très bien faits pour ça. Une recherche pour choisir des mots-clés qui partent, en fait. C'est des idées de mots-clés qui sont données par rapport à ces premiers mots-clés que vous avez listés. Et on va regarder les mots-clés qui ont un fort volume de recherche, c'est-à-dire pour ces mots-clés, ces internautes font beaucoup de recherches. Mais on va chercher ces mots-clés qui n'ont pas beaucoup de concurrence, c'est-à-dire ces internautes vont faire la recherche. Il y aura beaucoup de recherches, mais par contre, il n'y aura pas beaucoup de réponses. Donc, vous allez trouver des mots-clés qu'on dit de niche et qui vont vous permettre de vous faire remarquer tout de suite parce que vous répondez aux besoins alors que d'autres ne le font pas vraiment. Voilà. Ensuite, il y a le site web. Le site web, comment faire pour qu'il soit bien référencé? Il y a des critères qui sont prioritaires. Par exemple, la rapidité d'un site web, ça va être parmi les premiers critères. Aujourd'hui, on accède plus facilement, en tout cas, les gens sont plus nombreux à accéder à un site web via le mobile que via le PC. Et via le mobile, c'est très important que ce soit rapide parce que c'est beaucoup plus lent que sur un PC en général. Il y a aussi, du coup, cet usage du mobile influence le référencement parce que Google va favoriser les sites qui sont responsifs. Responsive, ça veut dire qu'ils peuvent s'adapter à toute taille d'écran. Donc, ce site-là, il s'affichera très bien sur votre mobile et vous pourrez le lire très bien. Vous n'aurez pas besoin de zoomer, par exemple. Ensuite, c'est aussi une question d'optimisation des balises. Là, c'est un peu technique. Chaque page de votre site comporte des balises comme le titre,
comme la métadescription, c'est-à-dire le résumé que vous voyez sur Google quand on fait une recherche sur votre page. Et ça, il faut bien l'optimiser. Une petite formation avec un professionnel peut vous mener assez loin en la matière. Voilà. Ensuite, il y a le blog. Le fait de créer des contenus assez souvent fait que vous allez augmenter votre autorité et votre crédibilité sur un sujet. Et donc, Google va considérer que vous êtes vraiment un expert du sujet et va vous remonter dans les recherches sur les mots-clés qui concernent les sujets sur lesquels vous allez écrire. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'écrire des articles sur en choisissant un des mots-clés qui est sorti lors des recherches et de vous concentrer sur un mot-clé à la fois. Et là, pareil, il y a d'autres conseils, je ne vais pas aller en profondeur là-dessus, mais il y a d'autres conseils pour vraiment bien optimiser vos articles. Et enfin, la priorité, même pour Google, mais surtout pour vous, c'est l'utilisateur. Ça veut dire que Google essaye de dresser ces robots qui vont s'occuper du référencement pour qu'ils soient le plus humain possible et qui favorisent la qualité du contenu. Donc, la qualité du contenu, c'est vraiment la priorité. Comment on a la qualité du contenu, c'est d'offrir de la valeur à votre utilisateur, de ne pas écrire un article juste pour écrire un article, et puis de répondre à des questions. Parce que Google est en train de devenir, et il est déjà devenu, un moteur de requête plus qu'un moteur de recherche. Un moteur de réponse même, on peut dire. D'accord. Alors pour beaucoup de gens, en fait, ils ont des sites internet qui existent déjà, en fait. Et donc, il y a des gens qui les consultent, ces sites-là. Donc, la question, en fait, c'est comment améliorer l'expérience utilisateur de son site web? Alors déjà, définir un petit peu peut-être l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur, c'est qu'est-ce qui va se passer pour un internaute quand il va arriver sur un site web? En gros, est-ce qu'il va trouver assez facilement l'information? Est-ce qu'il a besoin de faire beaucoup de clics pour arriver à quelque chose qu'il recherche? Dans un premier temps, je vais revenir quand même sur le même sujet que le référencement. C'est là qu'on voit que le référencement, c'est vraiment, ça marche main dans la main avec l'expérience utilisateur. C'est la rapidité. Tout simplement, si votre site ne se charge pas assez rapidement, l'utilisateur va partir. La responsivité, donc ce que je disais tout à l'heure, responsivité, pardon, je m'en mêle les pinceaux. On l'a dit tout à l'heure, votre site doit s'adapter à tous les écrans. Ça veut dire que si vous êtes sur mobile, normalement, vous n'avez pas besoin de zoomer. Et en même temps, si vous êtes sur PC, vous n'avez pas des caractères énormes qui s'affichent. On est vraiment sur quelque chose qui est différent selon le modèle du site. Si vous demandez à un professionnel de réaliser votre site, il saura très bien ce que c'est, il vous le fera. Si vous utilisez des modèles, des templates sur WordPress, par exemple, ces templates peuvent être responsives. Voilà. Et puis, il y a certaines plateformes de sites comme Wix qui le sont par défaut. Voilà. Ensuite, on va parler de l'arborescence. Alors, l'arborescence, c'est un gros mot pour dire la structure de votre site et les menus et les titres et comment votre site, quel est le plan de votre site en fait. À partir de l'accueil, comment on va sur les pages principales et comment on trouve l'information, est-ce que c'est facile ou pas. Donc, cette arborescence, elle doit être simple et claire. On doit pouvoir trouver en 2 secondes une réponse précise à ce qu'on cherche. Il y a l'ergonomie. L'ergonomie, on entend beaucoup parler de l'ergonomie dans le handicap. C'est la même chose pour les sites web. D'ailleurs, l'ergonomie comporte aussi un aspect handicap, par exemple pour les déficients visuels. C'est important de décrire les images parce que les déficients visuels vont arriver sur ces images avec une synthèse vocale. Et si l'image n'est pas décrite, c'est une information qui est complètement perdue pour eux. Mais globalement, voilà, l'idée, c'est quand même de fluidifier le parcours de l'internaute et de minimiser, encore une fois, le nombre de clics nécessaires. Donc, on est aussi sur le design, c'est-à-dire que ce design, il doit être au service de l'utilisateur et comme l'arborescence, il doit être clair et lisible. Si vous n'arrivez pas à faire comprendre tout de suite où trouver les choses à votre internaute, c'est perdu. Il y a aussi une modernité qui est importante pour l'utilisateur. On est habitué à une certaine forme de site.
tout ce qui sort, si c'est un choix assumé, tant mieux, tout ce qui sort de cette mode, j'ai envie de dire. Si ce n'est pas un choix assumé, là, il faut vous poser des questions. Voilà. Il faut que ce design, en tout cas, il soit aéré et qu'il soit représentatif de votre marque, en tout cas, de votre identité de marque. D'accord. Merci beaucoup, Caroline. Alors, on a parlé de site Internet, mais il y a aussi les réseaux sociaux dans tout cela, en fait. Quel est leur rôle pour booster sa prospection commerciale? Ben, les réseaux sociaux, ça peut être, en tout cas, c'est un outil très intéressant pour créer un vivier de prospects. Un vivier de prospects, ça va être une communauté de personnes qui pourraient acheter vos services ou vos produits, qui ne va pas le faire maintenant, mais qui gravitent un petit peu autour de votre univers, qui suivent vos contenus et qu'on va essayer de faire maturer en fait dans ce tunnel de vente dont j'ai parlé tout à l'heure et qui va passer de internaute à peut-être abonné, en tout cas internaute intéressé. Il va avoir plusieurs publications de vous dans son fil d'actualité. Vous allez faire partie de son quotidien, de sa semaine. Et au bout d'un moment, il va vous identifier comme un expert sur des sujets qui l'intéressent quand même. Et une fois qu'il aura identifié son besoin, il fera appel à vous. Donc, cette création de contenu sur les réseaux sociaux permet de nourrir vos prospects et puis de les transformer en ce qu'on appelle en lead, c'est-à-dire en piste de prospection pour vos clients. Et donc, la prospection aussi, on n'est pas que sur le contenu, les réseaux sociaux peuvent servir à prospecter. Moi, par exemple, je me sers au quotidien de LinkedIn pour prospecter. J'offre mes services en communication digitale, donc je cible des entreprises et j'utilise notamment un outil d'automatisation pour approcher les gens. Ma démarche est semi-automatisée, semi-personnelle et je crée des scénarios en fait dans cet outil pour pouvoir différencier mes cibles et les approcher de façon différente, en fait, de la façon la plus naturelle possible. D'accord. OK. Merci, Caroline. Alors, il y a des entrepreneurs dans le programme qui se demandent quel réseau social utiliser en fonction de son secteur d'activité et aussi des clients recherchés. Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur dire sur ça? La première chose que je peux leur dire, c'est ne cherchez pas des réponses toutes faites. Si je vous donnais un réseau social, je pense que vous ne me feriez pas confiance parce que ça dépend vraiment de votre cible. Certains parmi vous, alors je ne sais pas, hein, j'ai aucune idée des métiers que vous faites, mais certains vont être dans la ferronnerie, d'autres vont être comme moi dans la formation ou le coaching. On ne va pas approcher les mêmes clients et donc comme on n'approche pas les mêmes clients, on ne les trouve pas sur les mêmes réseaux. Certains réseaux sont vraiment spécialisés. LinkedIn, on est vraiment sur… Alors, il n'est pas vraiment spécialisé, mais on est sur des personnes qui ont le réflexe de mettre leur CV en ligne et qui ont aussi un intérêt à y être. Donc, on ne va pas toucher peut-être les pros de la ferronnerie sur LinkedIn. Mon conseil, c'est d'aller voir un petit peu chaque réseau social, de voir quel est le profil type de chaque personne et au moment de la stratégie, hein, donc de ce qu'on a vu ensemble avant, c'est de définir cette cible-là et de se demander où cette cible va consommer son information, sur quel réseau social elle est inscrite. Et une bonne façon de faire ça, ça va être de demander simplement à vos clients, les clients que vous avez déjà ou les prospects que vous rencontrez, mais sur quel réseau social vous vous connectez en fait, qu'est-ce qui vous convient. D'accord. Alors, dans ce cas, comment créer des contenus engageants pour ses clients dans ce cas? Alors, tout à l'heure, on a parlé de plan de communication. Donc, je vous ai annoncé une méthode en 5 étapes. On a vu les 5 étapes un peu rapidement. Au moment, en fait, de définir les messages clés, donc avant la partie, à l'étape numéro 4 et avant la partie plan de communication, on va greffer une stratégie de contenu qui est une extension de la stratégie de communication. C'est-à-dire que tous ces messages clés, on va les lister et on va les mettre avec tout ce qui concerne votre offre, tout ce qu'on a aussi dit dans la plateforme de marque, donc vos missions, vos compétences, vos valeurs, votre personnalité. Ça va être la source en fait. Et puis pour chaque élément, on va regarder quelles idées de contenu on peut avoir. Et ces idées de contenu, moi, je peux en avoir, selon la taille de la stratégie, de 50 à 100 idées que je classe ensuite dans mon petit outil. J'ai des mind maps, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez ces outils, mais ça peut être très intéressant. Ça permet de mettre des idées, puis de les bouger, et puis de trouver des titres
de les rassembler et puis de voir un petit peu ce qu'elles ont en commun. Et ça me permet de créer des rubriques pour une charte éditoriale. Cette charte éditoriale, elle va me permettre d'avoir un générateur d'idées de contenu qui est infini une fois qu'on a fait ce travail-là. Et puis, une fois qu'on a ça, on n'a plus qu'à établir un calendrier de publication pour répartir ces contenus aux meilleurs horaires, aux meilleurs moments. Ensuite, pour engager, parce qu'il n'y a pas que les contenus, il y a comment créer des contenus, mais comment on fait en sorte que ces contenus soient engageants. Ça va être un peu le même conseil que pour les sites web. Offrez de la valeur à votre utilisateur. Beaucoup trop d'entreprises parlent de leur offre, parlent d'elles. On ne veut pas entendre parler d'entreprise en fait quand on est sur les réseaux sociaux. On veut entendre parler de nous. On veut que, en fait, c'est le lecteur qui est le héros, c'est pas vous. Vous devez lui parler de lui, comment dire, lui montrer que vous avez compris son problème, lui montrer que vous êtes en empathie par rapport à son problème. Alors, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs problèmes que votre cible a et que vous résolvez, en fait. Donc, parlez-lui de son problème et parlez-lui des solutions. Ne lui donnez pas que du suspense en annonçant que vous pourrez résoudre ses problèmes. Montrez-lui que vous pouvez les résoudre. Donnez-lui déjà des solutions. Ce n'est pas donner ça qui va faire en sorte que votre client ne vous achètera rien. Au contraire, il va plus facilement vous faire confiance, plus facilement voir votre compétence. Et avec ça, lui, il ne pourra pas faire grand-chose. Mais en tout cas, il saura quelle solution vous voulez adopter et il ira vers vous naturellement quand il aura besoin d'un service ou d'un produit qui correspond à son besoin. Sinon, publiez fréquemment, pas forcément tous les jours, mais en tout cas, au moins une fois par semaine. Il faut vraiment être présent dans l'esprit des gens. Ne pas publier pour ne rien dire, encore une fois, mais trouver le bon dosage, j'ai envie de dire qualité-fréquence. Et puis, il y a la façon d'écrire les contenus aussi, avoir des visuels qui font un effet stop dans un fil d'actualité, qui vont attirer l'attention et faire en sorte qu'on arrête de faire défiler, de scroller sur son écran. Les titres aussi sont importants, ce qu'on va mettre en première phrase, et puis interagir. Souvent, on pense trop que la stratégie de contenu, c'est publier des choses, parler de soi, en tout cas parler en tant que marque. Ce qui va être important aussi, c'est d'aller commenter les publications des autres. Si vous ne vous intéressez pas aux autres, comment voulez-vous que les autres s'intéressent à vous? Donc, c'est une stratégie en deux deux options. La première, vous parlez. La deuxième, vous répondez. Et vous allez voir que vous aurez des réponses aussi. Merci beaucoup, Caroline. Alors, il y a quelques commentaires quand même qui sont remontés demandant en fait de quel outil vous parliez tout à l'heure pour pouvoir mieux gérer. Vous avez parlé d'un outil où vous introduisez le tout et après… La mind map. Ouais, la mind map. Alors, il y a plusieurs noms d'outils qui sont… vous pouvez en trouver des extensions à Google Drive, donc vous verrez votre carte. Celle-ci s'appelle… alors, je ne sais plus l'extension Google Drive, mais il suffit de taper Mind Map dans les extensions et vous pouvez en télécharger une qui est open source et qui est donc gratuite et très légère en fait à installer, qui s'appelle Free Mind. Free comme la liberté en anglais et Mind comme l'esprit en anglais. D'accord. Voilà, je vois un pop-up Mindomo, effectivement, c'en est une. Je ne sais plus quelle est la mienne, mais je peux peut-être la retrouver avant qu'on se quitte. D'accord, merci beaucoup, Caroline. Je pense que là, on va… Pardon, c'est MindMeister. MindMeister. Okay. Voilà, je vais l'écrire dans Vous la pouvez le discussion. repeler pour qu'il puisse… C'est écrit dans la discussion. D'accord, super. Merci beaucoup, Caroline. Je pense que là, on va passer à la séance de questions-réponses. On a reçu quand même quelques questions d'entrepreneurs déjà. Et aussi, je pense qu'on en a reçu beaucoup dans le chat et dans l'onglet questions-réponses. Je pense que Laure, de son côté, va nous les transmettre dans quelques minutes. Alors, en fait, la première question qu'on a, c'est: faut-il investir dans la publicité sur les réseaux sociaux? Est-ce rentable? Et si oui, dans quel cas et comment? Alors moi, la publicité sur les réseaux sociaux, ce n'est pas du tout ma spécialité. C'est quelque chose que je faisais avant, mais c'est devenu vraiment un domaine très, très technique.
Donc, j'ai un peu perdu le contact avec ça. Je dirais que c'est une bonne chose, oui. Je parle souvent avec des collègues en fait, qui sont dans ce métier-là et qui, effectivement, voient des très bons résultats. Après, il faut être… si on fait de la publicité, il faut prévoir quand même un certain budget par mois, notamment sur LinkedIn. Et il me semble que sur LinkedIn, une publication, c'est minimum 50 ou même 75 € pour la sponsoriser. Donc, c'est quand même des sommes importantes. Là, je ne sais pas si je m'adresse plutôt à des petits entrepreneurs ou des gens qui sont solos. Il me semble que c'est plutôt le cas. Ouais, il y a beaucoup d'entrepreneurs quand même qui sont des micro-entrepreneurs. Ouais. Oui, donc peut-être sur Facebook, Instagram, les prix sont quand même moins élevés. Si vous arrivez à vous faire un chemin dans toute cette partie très technique, parce qu'il y a vraiment des astuces à connaître pour bien définir la cible et toucher précisément les gens qu'on veut toucher. Ça peut être intéressant. Sinon, moi mon métier, c'est le contenu. Hein. Donc, je vous conseille plutôt, et puis le community management, je vous conseille plutôt de faire des très bons contenus et puis de générer de l'engagement sur ces contenus. Et bon, je vous ai donné plein d'astuces pour l'engagement, plein de conseils. Ce qui peut être pas mal aussi, c'est d'avoir un espèce de pool, d'avoir une équipe en fait sur LinkedIn qui va liker les contenus des uns des autres, mettre des commentaires pertinents et faire la démarche vraiment. Faut pas en abuser parce que LinkedIn peut s'en rendre compte et pénaliser les contenus. Mais si vous vous intéressez vraiment aux publications des autres, vous allez générer de l'engagement sur les vôtres et cet engagement va permettre de faire en sorte que vos publications soient montrées à plus de gens. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand vous publiez, il y a très peu de pourcentage. En tout cas, il y a, je sais pas, il y a 5 ou 10% de personnes qui voient votre publication dans leur fil. Et si vous avez des likes et des commentaires, les réseaux sociaux, le réseau va faire augmenter votre nombre de vues. C'est comme ça que vous allez arriver à toucher plus de monde. Donc, c'est ça qu'il faut viser, par la publicité ou par le temps qu'on va passer à faire du community management. D'accord. Merci, Caroline. Et une deuxième question qui nous avait été envoyée, c'est comment mettre en avant ses compétences professionnelles tout en restant modeste? C'est une Vous parlez en question. tant qu'entrepreneur? Ouais, en tant qu'entrepreneur, ouais. Alors, déjà, mettre en avant ses compétences, c'est déjà les connaître. D'accord. Les connaître les thématiques sur lesquelles on a vraiment envie de s'exprimer, sur lesquelles on est à l'aise. Comment rester modeste? Alors, moi, je choisirais plutôt l'humilité parce que la modestie, ce n'est pas forcément quelque chose de chouette. La modestie, c'est presque parfois se rabaisser par rapport à sa réelle valeur. L'humilité, c'est vraiment connaître sa valeur. Voilà, c'est connaître sa valeur, ne pas se survendre, mais ne pas se sous-vendre non plus. Et je pense que l'humilité, on n'en manque pas quand on montre ses compétences. Montrer ses compétences, c'est plutôt une façon d'inviter les autres à montrer les leurs aussi. L'humilité, il me semble qu'elle se trouve plutôt dans l'approche qu'on va avoir et dans le fait de donner des conseils, des suggestions d'adulte à adulte et de ne pas se positionner en personne qui sait tout et qui va s'exprimer d'une position de hauteur vers quelqu'un qui serait potentiellement plus bas. C'est pas ce qu'on veut. On veut pas non plus l'inverse. On veut pas non plus quelqu'un qui s'exprime comme quelqu'un qui n'y connaît rien et qui va s'exprimer à des personnes qui elles, ont beaucoup plus de valeur. Non. Ce qu'on veut, c'est vraiment être empathique par rapport aux problèmes et aux besoins de l'autre, mais s'affirmer en tout cas sur nous, nos points forts. On n'est pas là pour imposer ses conseils, on n'est pas là pour imposer son avis, on est vraiment là pour sensibiliser les autres à une thématique qu'on adore, leur offrir des astuces, des conseils, des informations, de l'inspiration parfois, de façon gratuite. On est là pour donner, on n'est pas là pour prendre l'attention de quelqu'un sous prétexte d'être un super expert. D'accord. Bon, bah, merci. La troisième question, c'est une question très concrète qui nous est quand même posée. C'est est-il possible de prospecter anonymement? Et si oui, comment? Alors, j'aimerais bien savoir quelle serait l'utilité de prospecter anonymement, c'est-à-dire sans le nom, sans la photo, sans rien. C'est un peu compliqué parce que toute la prospection se base, alors malgré ce qu'on en pense, la prospection, on a souvent l'impression que c'est
parler de son offre, parler de ses services, parler de ses produits. Or, la prospection, ce n'est pas vraiment ça. Le moment où on parle de son offre et de ses produits, c'est le moment où le prospect est déjà intéressé, en fait. On va plutôt approcher le prospect avec une démarche c'est une démarche qui est complètement équivalente à la démarche réseau, c'est-à-dire qu'on va essayer de connaître quelqu'un. On va lui poser des questions sur son métier, ce qu'il fait. Alors, bien sûr, on est dans une conversation qui part de rien. Donc, on essaie de ne pas demander beaucoup d'engagement. On ne commence pas par poser une question. Voilà. On commence à faire un peu de ce qu'on appelle du small talk sur des points qu'on pourrait avoir en commun. Voilà. Si on montre trop vite qu'on attend quelque chose de la personne, la personne va se braquer et se dire en fait, non, je n'ai pas envie de donner de mon temps à encore un autre prospecteur, quoi. On est vraiment sur une relation de confiance, donc j'ai du mal à savoir comment on peut faire ça sans prénom, sans nom, sans photo, sans contact humain, même derrière, sans téléphone. Moi, je fais le début de ma prospection sur LinkedIn parce que c'est mon métier, je suis très à l'aise avec le digital, mais au bout d'un moment, il faut forcément passer au minimum au téléphone ou à la visio. On est là pour… Alors, ça dépend. Hein, les personnes qui vendent un produit sont dans un cas différent. Quand on vend un produit, les personnes qui achètent le produit s'en fichent peut-être un peu plus de savoir qui l'a fabriqué. Quand on vend un service, là, pour le coup, on se vend soi-même, en fait. Hein. On achète une personnalité, on achète une disponibilité, une écoute, une intelligence. Et du coup, il faut le montrer. Donc, être anonyme, c'est difficile dans ces cas-là. Ouais. Bon, merci beaucoup, Caroline. Une autre question qui nous a été posée dans l'onglet questions-réponses, c'est que pensez-vous du fait d'avoir une communication avec un tutoiement sur son site web? Un tutoiement qui? Sur son site web. Sur son site web. Ouais. Moi, je pense que tout est possible, ça dépend vraiment de la cible et de ses attentes. Est-ce que vous ciblez des adolescents, des jeunes? Est-ce que vous avez un produit qui forcément en fait va vous orienter plutôt vers le tutoiement? Tout est faisable. En fait, c'est des choses qu'on choisit. Alors, au moment de la stratégie, au moment du message, on va définir aussi au moment de la plateforme de marque la personnalité de l'entreprise. Évidemment, si on est Mars, on va peut-être potentiellement tutoyer ses utilisateurs. Si vous êtes un cabinet d'avocats, non, absolument pas. Tout est possible. Il faut que ce soit adapté. OK. La prochaine question, c'est si on a un blog, est-il indispensable d'avoir un site internet? Non, enfin, si vous avez un blog, vous avez forcément un site internet. À moins que vous ayez votre blog sur une plateforme de type Medium ou Tumblr ou LinkedIn Pulse, parce que LinkedIn a aussi son outil de publication d'articles. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un site web. Aujourd'hui, on dit que le site web, au minimum, c'est un outil qui rassure les clients sur le sérieux de l'entreprise, en fait. Ça donne une petite sécurité en plus de se dire, bon, c'est pas quelqu'un qui a juste fabriqué une carte de visite et qui peut disparaître du jour au lendemain, on ne saura pas ce qu'il est devenu. Le site web, ça donne un côté officiel, en fait, à l'entreprise. Après, on peut très bien avoir un site web où le blog est vraiment la priorité. On n'aura que quelques pages. Quand on arrivera sur le site, c'est le blog qui s'affichera et puis on pourra avoir quelques pages qui parlent un petit peu de l'entreprise. Voilà. Est-ce que c'est nécessaire? Catherine a intervenu, elle a dit qu'elle est sur WordPress. WordPress, c'est un outil qui, à la base, était fait vraiment pour le blog. Aujourd'hui, c'est l'outil numéro 1 pour publier des sites Internet. Donc, tout s'est développé en fait pour que cet outil soit vraiment global et puisse avoir un site Internet et un blog. Les deux sont très performants en fait. D'accord. Si vous avez un blog sur WordPress, c'est plutôt facile d'avoir des pages de site web. Il suffit de les designer en fait. Donc, soit vous avez un template, soit vous faites appel à un professionnel qui va vous faire ça. Et pour avoir essayé, pour moi, j'ai fait mon site moi-même sur WordPress. Ce n'est pas un service que je vends. Moi, je travaille avec d'autres professionnels pour ça. Mais voilà, ça prend beaucoup de temps. C'est compliqué. C'est compliqué. Ce n'est pas clé en main. D'accord. Merci, Caroline.
Alors, la prochaine question, c'est comment s'écrit, d'accord, avant ça, il y a en quoi le fait que Google devient un moteur de requête impacte le référencement? Sur quoi agir concrètement, en fait? Alors, ça impacte le référencement dans la mesure où la façon dont vous allez rédiger vos articles ne sera plus forcément la même. Ça a déjà commencé. Je ne sais pas si ça vous parle, si ça vous rappelle quelque chose. Vous avez très certainement déjà tapé une recherche dans Google. Est-ce que le thé relax est équitable ou est écologique? Ça, c'est une question. L'idéal pour Google, c'est que vous n'ayez pas à quitter la page de recherche pour avoir votre réponse. Pourquoi? Parce que si vous quittez la page de recherche, c'est presque fini pour Google. Il ne peut plus vendre de publicité, en fait. Parce que le Google, son intérêt, c'est de vous vendre de la publicité. C'est pour ça qu'il vous affiche des super réponses que vous recherchez. Si D'accord. vous ne répondez pas à la question, la personne va juste cliquer sur tous les sites web. Voilà, l'utilisateur est perdu. Si vous répondez à la question dans votre article et que vous l'avez suffisamment formalisé en fait pour que Google se rende compte que vous répondez à cette question, Google va vous récompenser parce que vous êtes un super fournisseur de connaissances et donc il va vous mettre en haut des résultats. Et ce que vous allez voir, et ce que vous avez déjà peut-être vu une dizaine de fois, voire plus, c'est que vous allez avoir dès le premier résultat votre question qui est en gras et ensuite un paragraphe qui vous répond. Donc, ça influe, ça joue sur le référencement dans la mesure où vous allez pouvoir gagner des visiteurs si vous suivez ces conseils-là, en tout cas. D'accord, merci Caroline. Alors, la prochaine question, c'est comment s'écrit l'acronyme qu'on doit rechercher sur Google? Ah, c'est l'argumentaire sans cas. Alors, l'argumentaire sans cas, ça signifie sécurité, donc le S. O, c'est l'orgueil. C'est les besoins qui concernent les besoins narcissiques de l'entreprise. Par exemple, on veut travailler avec des prestataires qui sont prestigieux, qui ont un parcours exceptionnel, qui sont parfois habillés très, très classe. Le N, c'est nouveauté. Voilà, c'est quand un client a besoin qu'on lui offre de l'innovation, des produits qui n'existent pas depuis longtemps. Quand on a quelqu'un qui est branché nouveauté, on va plutôt orienter son argumentaire en fait vers ce genre d'argument. Ensuite, le C, mince, j'ai un... Le C, c'est le confort, le C. Le C, c'est le confort que vous allez apporter dans votre prestation. Est-ce que ça va être facile pour lui? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui va lui permettre de se sentir bien, en tout cas, lui, dans votre relation de travail? Et le A, oh là là, je suis nulle pour la mémoire, mais j'ai mon petit Le A, outil. c'est argent. Et le A, c'est argent. Merci beaucoup, Tierno. Le A, c'est argent. On est de plus en plus dans ce genre de besoins clients parce que depuis 10, 15 ans, on se rend compte que l'économie du low cost progresse énormément et on veut payer de moins en moins cher pour des services toujours de mieux en mieux, qui sont de plus en plus, qui offrent de plus en plus de valeur. Donc, l'argument argent, oui, si vous avez un client qui est dans ce type de besoin, ça va être de lui faire des réductions, même si c'est des petites réductions, même si avant vous avez gonflé vos tarifs pour pouvoir lui faire la réduction, c'est quelque chose qui va jouer sur son mental et qui va vraiment apprécier. On peut aussi ne pas se centrer que sur l'argent, sur ce genre d'argumentaire, de besoin. On peut lui montrer quelle va être la valeur, quel retour sur intérêt il va avoir, que c'est un investissement et qu'est-ce qu'il va pouvoir en tirer, lui. En gros, vous allez dépenser 3 000 €, mais je vais vous en faire gagner 20 000, en fait. Donc, vous allez faire un sacré profit. D'accord, merci Caroline. Alors, une autre question, c'est est-ce possible d'avoir des noms d'applications pour l'approfondissement des mots-clés? Oui, alors c'est Google Keyword Planner. D'accord. Je ne pourrais pas vous expliquer la démarche, mais il manquait le S de sympathie. Oui, il manquait le S de sympathie qui peut être le S de sécurité aussi.
Ça peut être dans confort, hein, la sympathie aussi. La relation qu'on a avec le… Bref. On Quelle parlait de était la question l'application du pour coup? l'approfondissement des mots-clés. Ah oui, oui, ça va être Google Keyword Planner. Donc, je ne peux pas vous expliquer la méthode, ça prendrait trop de temps. Mais vous allez d'abord lister vos mots-clés et ensuite vous allez sur cet outil-là qui va par mot-clé, vous allez mettre à chaque fois votre mot-clé et va vous donner des requêtes complémentaires. Et c'est là que vous allez voir le volume de recherche et la concurrence de recherche sur ces mots-clés. Il y a Google William J qui Keyword demande. Planner, je vais l'écrire. D'accord. Alors, Google Keyword. Oh là là. Ah, J'écris il y a n'importe quelqu'un quoi. qui vous a dévancé, je pense. Laure. Ah, merci. Du Alors, il n'y a coup, peut-être qu'un N, hein, mais je me trompe peut-être. d'accord. Alors, du coup, avec la prochaine question, c'est avec WordPress, est-ce que cela vaut le coup de prendre la version payante pour WordPress? Alors, je ne sais pas ce que la personne veut dire par la version payante. Je sais qu'il y a deux plateformes WordPress, en fait. Vous avez, effectivement, c'est peut-être la deuxième plateforme qui est payante. On a WordPress.org et WordPress.com. WordPress.com, c'est la plateforme où vous n'avez pas besoin de vous créer le site. En tout cas, vous n'avez pas besoin de serveur pour héberger votre site. Ça doit être, moi je ne travaille jamais avec cette version-là, ça doit être l'équivalent de Wix, je pense. Le WordPress.org, là, pour le coup, c'est une structure qui vous donne la possibilité d'héberger, en tout cas, vous êtes obligé d'héberger votre site sur un serveur. Après, il y a des services comme OVH qui vous permettent de relier votre serveur à WordPress. La seule chose qui peut être payante en fait sur ce WordPress.org, c'est les extensions que vous allez utiliser et les templates de thèmes en fait que vous allez pouvoir acheter. Vous en achetez un ça peut être payant. Vous en avez des gratuits, mais si vous voulez des thèmes un petit peu plus un petit peu plus élaborés, vous avez tout plein de sites où vous pouvez trouver des thèmes entre $20 et $100 à peu près. C'est effectivement en dollars. D'accord. Je pense que là, il nous reste encore 4 questions. Alors, Oh, la prochaine. vous avez vachement de questions, dis donc. Ouais, ça, je pense il y en a beaucoup qui viennent quand même. Alors, la prochaine, c'est dans l'arborescence de son site internet. Est-ce que l'on préconise un nombre limité de pages mères ou pas? Bah, on dit que, alors je suis plus sûre du nombre exact, mais on dit que le cerveau humain, il est capable de retenir 7 ou 8 informations en fait dans sa mémoire vive. Donc, je déconseillerais vraiment de dépasser ce type de structure, d'avoir un menu avec 10 pages mères, ça serait quand même beaucoup. Et je pense que d'avoir un menu avec beaucoup de pages mères, c'est signe qu'on n'a pas encore réussi à bien structurer les choses en fait. Je pense qu'il y a moyen là pour le coup d'utiliser l'outil de mind map pour voir si on ne peut pas résumer. Vous mettez vos 10 pages et voir comment on ne peut pas les regrouper en 3 ou 4 pages qui font sens. D'accord, merci Caroline. Alors, une autre encore. Combien de temps consacrez-vous à du community management pour un client donné par semaine? Ouh là là, moi je fais peu de community management, je fais surtout de l'écriture de publication. J'aimerais bien que mes clients se rendent compte qu'il faut faire les deux. Pour l'instant, voilà, j'ai que des missions de rédaction en ce moment en tout cas. Combien de temps? Ça dépend, ça rentre dans votre budget en fait. Vous définissez au moment stratégique votre budget en termes d'argent, mais aussi votre budget en termes de temps. Moi, par exemple, je conseillerais, en tout cas, moi pour moi en tout cas, une petite entreprise, moi je suis en solo aussi. Je mets 1 heure par semaine à écrire 3 publications LinkedIn parce que LinkedIn, c'est vraiment mon canal. Quelqu'un qui sera moins expérimenté mettra plus de temps. Il pourra même parfois jusqu'à 1 heure par publication. Mais plus vous écrirez, plus ça vous deviendra naturel et plus ça sera rapide. Et le community management, je me mets, moi, au minimum 1/4 d'heure par jour. Voilà, c'est quelque chose que j'ai systématiquement dans mon agenda. Je vais regarder un peu les notifications que j'ai, mon fil d'actualité, et je vais aller interagir sur mes publications, sur les publications d'autres, surtout sur les publications d'autres. Donc voilà, je dirais au minimum 1/4 d'heure. Si vous êtes une grosse entreprise, là, pour le coup, ça sera beaucoup plus. D'accord.
Ok, bon, bah, la prochaine question est, on utilise beaucoup le prénom sur LinkedIn. Alors, qu'en est-il quand on se téléphone ensuite? Quand on se téléphone, Quand on se téléphone, quand on passe du profil LinkedIn à l'appel. alors là, oui, LinkedIn, c'est un endroit professionnel, mais qui est beaucoup moins formel que les relations professionnelles enfin, du passé en tout cas. Et on est, on est souvent sur la base du prénom plutôt que sur la base du monsieur, madame ou le nom. Euh, une fois qu'on a commencé à utiliser le prénom, ben, on continue tout simplement et on vous voit à côté. À moins que la personne, on s'en rend vite compte, hein. Si on utilise le prénom et que la personne nous dit bonjour madame, il ne faut plus utiliser le prénom. Voilà. Donc, on essaye d'être en mimétisme en fait par rapport à la personne qu'on va Avec qui on échange. fréquenter. Et Ouais. si vous avez commencé avec le prénom, ben, ce sera le prénom. D'accord, merci Caroline. Alors, la prochaine question, c'est comment se fait le référencement sur Ecosia ou autre moteur de recherche? C'est quoi la question? C'est comment se fait le référencement sur Ecosia ou autre moteur de recherche? Alors, j'imagine qu'ils essayent de suivre un petit peu Google, mais pour pour dire vrai, je n'ai pas la réponse à cette question parce que Google a je ne sais pas combien de pourcents, je crois que c'est 95% des recherches se font sur Google. Alors, je dis peut-être une bêtise, mais c'est vraiment énorme. Il faudrait voir les chiffres aujourd'hui. Moi, personnellement, je n'optimise pas en fait la communication de mes clients pour d'autres moteurs de recherche. On me fait jamais cette demande et moi, je ne le conseille jamais non plus. Google, c'est vraiment la référence en fait en la matière. D'accord. Alors, il y a Bernadette qui demande, je vais sous-traiter la partie animation Facebook et LinkedIn au niveau des posts. Quels sont vos tarifs? Ça dépend ce que vous voulez faire, ça dépend de votre entreprise, ça dépend de la fréquence de publication. Donc, il faut en parler en fait en face à face. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui offre des prestations sur étagère. C'est-à-dire que je n'ai pas mes produits déjà fabriqués. Je fabrique mes services sur mesure en fonction du besoin du client. Et du coup, le prix est toujours adapté à la demande. On valide toujours ce prix-là. Et le fait de faire un devis est gratuit. Donc, Ouais, du coup, bon, peut-être que ce que vous pouvez faire, c'est comme Bernadette l'a demandé dans le chat, c'est de partager vos coordonnées peut-être dans la discussion. Peut-être, bien je sais sûr, pas, je mettrai mon adresse mail. votre LinkedIn ou votre adresse mail Alors, pour le ceux qui… LinkedIn, vous pouvez le trouver en tapant Caroline Vincelet, hein, Caroline avec un K, sinon vous n'allez pas Ouais, trouver. Et l'adresse, d'accord. ben, je vous la mets immédiatement voilà, dans la discussion. D'accord, ok. Alors, il y a une autre petite question. Alors, c'est comment transformer, je crois, comment faire des campagnes publicitaires en ligne sans laisser ou perdre ses abonnés qu'on a déjà? Bon, c'est une question un Pourquoi on peu… les perdrait? J'ai du mal à saisir la question. Ouais. C'est une question de Cara Benkaka. Je ne sais pas si elle est là. Si Si Cara elle peut préciser, peut préciser. si vous faites une publicité sur un réseau social, a priori, il n'y a pas de raison que vous perdiez vos abonnés, puisque la publicité, enfin, alors ça dépend ce qu'on veut dire par publicité, attention. Soit on parle de contenu, de publication sponsorisée, donc il s'agit d'une publication telle qu'on l'a fait d'habitude, mais la différence, c'est qu'on va mettre de l'argent sur cette publication pour qu'elle s'affiche un peu plus, en fait, et qu'elle touche d'autres cibles. Là, il n'y a pas de problème. Si ce que la personne veut dire, c'est ne pas parler de contenu dont le lecteur est le héros, mais plutôt parler de ses offres, en fait, faire sa propre promotion, on ne va pas perdre ses internautes si on le fait peu. Si par exemple vous publiez 90% de contenus qui vont forcément intéresser vos internautes, votre communauté, vous pouvez vous permettre de faire 10% de contenu où là, c'est vos services que vous allez promouvoir. C'est globalement accepté. Il ne faut vraiment pas que ça soit disproportionné. Et quand vous publiez quand vous faites des publications sur vos offres, il faut voir aussi le nombre de gens qui réagissent si ça intéresse vraiment les gens. D'accord. Ok. Bon, ben, la prochaine question, c'est comment s'y prendre pour créer un podcast simplement? Créer un podcast simplement, ce n'est pas vraiment ma spécialité.
Mais je sais qu'il y a des plateformes de podcast pour lesquelles il n'y a pas besoin de beaucoup de temps, en tout cas en quelques clics, on peut avoir un compte. Ensuite, moi, ce qui est ma spécialité, c'est plutôt la création du contenu du podcast et ce qu'on va mettre dedans. Donc, c'est exactement la même chose que ce que je disais tout à l'heure avec la stratégie de contenu. Au lieu de construire un contenu, une idée de contenu comme un article ou comme une publication sociale, on va plutôt le construire comme un podcast. Donc, c'est le même travail puisque le podcast, il faudra que vous puissiez l'écrire avant, même si s'il n'est pas forcément tout écrit et qu'il y a de l'impro. Si vous avez, par exemple, comme ce qu'on est en train de faire, quelqu'un qui est interviewé et vous ne pouvez pas prévoir les réponses, vous avez quand même votre grille de questions et vous pouvez échanger un petit peu avec la personne pour un peu cadrer les choses. Ensuite, le jour J, quand on parle podcast, il faut avoir quand même une voix, en tout cas une aisance avec le format voix. Et je vous conseille, si ce n'est pas le cas pour vous, de suivre un cours de théâtre, un stage de théâtre ou un stage même avec une prof de chant qui pourra vous aider à poser votre voix. Et avec le théâtre, ça va vous aider à trouver une certaine sincérité, en tout cas dans votre façon de parler, de perdre un peu l'aspect guindé et tendu qu'on peut avoir et d'être très naturel et voilà, de trouver en tout cas la façon de parler qui va toucher vos auditeurs. Bon, merci beaucoup, Caroline. Je pense que là, si Laure, j'ai plus reçu de questions, donc je pense que là, on a traité un peu tout. Merci beaucoup. Je pense que là, on va se limiter à ça. Du coup, elle me signale que c'est bon. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Caroline, pour tous ces éclairages et ces éléments de réponse. Et on remercie aussi énormément tous les participants pour toutes ces excellentes questions. C'est vrai. Là, on tend vraiment vers la fin. Il est désormais temps de conclure malheureusement ce webinaire. Alors, sachez bien entendu qu'il sera disponible en replay. Vous avez aussi, donc à cet effet, on vous invite vraiment à faire un tour sur le site de Rebond TIH afin de visualiser l'ensemble des webinaires, notamment celui sur la prospection commerciale. Et aussi, afin de nous améliorer pour les prochains webinaires, nous allons vous partager tout de suite un lien d'un petit questionnaire de 2 minutes que nous vous invitons à remplir tout de suite afin de nous donner votre avis sur ce webinaire. Aussi, bien sûr, n'oubliez pas, je voulais le signaler une fois de plus, qu'il ne vous reste plus que 4 semaines pour vous inscrire au programme Rebond. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire. Je me tiens à cet effet à votre disposition si vous avez des questions, ainsi que toute l'équipe HUP. En tout cas, merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup, Aurélie. Merci à tous les participants. Vraiment, vous avez tous œuvré pour que cet événement soit vraiment l'un des meilleurs, si je peux le dire comme ça. C'est mon premier webinaire que j'anime, donc je considère que c'est le meilleur. Alors, du coup, je vous souhaite vraiment à tous et à toutes une excellente fin de journée. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux webinaires. À bientôt, au revoir. À bientôt. Merci Aurélie. Merci à tous. Merci, Caroline. au revoir. Au revoir.